C'était il y a 7 ans, les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, des attaques qui ont fait 17 morts. Des commémorations vont se dérouler à partir de ce matin jusqu'à dimanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et aussi boulevard Richard Lenoir en hommage aux gardiens de la paix Ahmed Merabet, porte de Vincennes, et également bien sûr devant l'Hypercacher et dans le 14e arrondissement au souvenir de la policière Clarissa Jean-Philippe, dont on a dit que sa présence avait peut-être malgré elle sans doute permis d'éviter un massacre dans une école juive. Ces commémorations interviennent alors que l'on a appris cette semaine que le procès en appel de 2 des 11 condamnés en première instance par la cour d'assises spéciale de Paris seront rejugés en appel. Ce sera à partir du 12 septembre. Par ailleurs, se déroule actuellement aussi depuis le mois de septembre le procès des attentats de novembre 2015, procès dans lequel, vous l'avez entendu, s'est invité le coronavirus concernant notamment Salah Abdeslam, le principal accusé. Pour parler de cette actualité très riche ce matin sur Radio J, nous sommes en direct avec Georges Fenech, ancien magistrat et parlementaire, ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre 2015. Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. D'abord, puisqu'on est dans cette spéciale et on est dans ces commémorations, quel souvenir gardez-vous, le premier souvenir de ces attentats de janvier 2015, Georges Fenech? Le souvenir le plus fort, c'est évidemment le 11 janvier, la manifestation qui rassemblait dans une unité nationale et internationale. Vous vous souvenez le nombre de millions de personnes qui défilaient dans Paris avec le président de la République en tête et d'autres chefs d'État qui étaient présents. Et c'est cet esprit d'union, on a parlé de l'esprit du 11 janvier, qui a rassemblé l'ensemble de la communauté, je dirais, française et internationale, pour dénoncer ces actes de barbarie qui portaient atteinte à la communauté juive, à la liberté d'expression. On redoutait d'autres attentats qui viendront malheureusement à la fin de l'année, le 13 novembre. C'est ça que je garde surtout en souvenir, et puis évidemment le travail exceptionnel qui avait été fait par les services de police pour l'interpellation, la neutralisation d'affaires Kouachi et Amélie Koulibaly. On a tous en mémoire ces images terribles de l'assaut qui avait été donné notamment à l'Hypercacher. Tout à fait. Il y a eu bien sûr les crimes de Mohamed Merah en 2012, mais c'est aussi là que l'on a découvert, au-delà de l'émotion, au-delà bien sûr de ce que les Français ont ressenti, on a découvert aussi les failles de l'antiterrorisme vraiment à ce moment-là. Encore une fois, il y a eu Mohamed Merah, on pouvait déjà avoir des doutes, mais là, ces attentats montraient les nombreuses erreurs, les nombreuses choses qui n'avaient pas été faites en France pour lutter contre ce type d'attentats terroristes. Et ça a été l'objet de la commission d'enquête que j'ai présidée sur la recherche effectivement des failles, des dysfonctionnements des services de l'État, mais surtout aussi pour formuler des propositions pour y remédier. Il n'y a pas eu de commission d'enquête qui ait été ordonnée après les attentats du mois de janvier. Il ne fallait pas, moi je m'en souviens très bien, le groupe politique auquel j'appartenais, qui était l'UMP à l'époque, ne voulait pas donner le sentiment de briser cette union par une commission d'enquête. Je crois que malheureusement on a perdu beaucoup de temps, et ensuite est intervenu malheureusement le 13 novembre, et c'est là que effectivement il fallait cette fois-ci tout remettre à plat, et la commission d'enquête a été mise en œuvre. J'en étais le président, Sébastien Pietrasanta, socialiste, en a été rapporteur. Nous avions travaillé dans un esprit aussi véritablement de recherche de vérité au-delà des clivages politiques, et nous avions remis 40 propositions pour remédier aux failles qui ont été constatées non seulement au mois de janvier 2015, mais également le 13 novembre 2015. Sous-entendu qu'après le 7 janvier, les attentats de janvier 2015, aucune décision n'avait été prise pour lutter contre le terrorisme. Il y avait quand même eu des choses, parce qu'il y a eu effectivement le 13 janvier, il y a eu aussi le 14 juillet 2016, quelques temps après. Rien n'avait été fait entre janvier et novembre 2015, ou si peu? Non, c'est-à-dire qu'en fait, une réflexion, plus qu'une réflexion, donc une remise en cause de tous nos protocoles d'intervention, nos dispositifs de renseignement, etc., avait été remise en cause, et la réflexion était en cours, et des modifications s'apprêtaient à être prises, d'ailleurs, au moment où éclate le 13 novembre 2015. Mais ça n'est qu'après le 13 novembre 2015, après les propositions de la commission d'enquête, que les véritables réformes et moyens nouveaux ont été mis en œuvre. Donc, il a fallu malheureusement attendre ces nouveaux attentats. Peut-être avons-nous perdu du temps, mais il faut bien comprendre que
personne n'avait imaginé à cette époque-là ces attentats. Personne ne pouvait imaginer un Bataclan. Et tous nos dispositifs étaient devenus obsolètes parce que nous n'avions plus affaire à des preneurs d'otages traditionnels tels qu'on les a connus dans les années précédentes, mais des gens qui venaient ils n'avaient rien à négocier. Ils venaient pour massacrer le plus grand nombre de personnes et mourir en martyrs. Et donc, il a fallu revoir tous nos dispositifs. Il y a eu bien sûr donc un procès, les attentats de janvier 2015, 54 jours d'audience, on s'en souvient, 11 accusés qui avaient été condamnés à des peines de 4 ans à 30 ans de réclusion. Je le disais, le procès en appel aura lieu à partir du 12 septembre. 2 des 11 personnes condamnées en première instance. Ali Riza Polat, condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité des crimes terroristes commis par les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly, ainsi qu'Amar Ramdani, condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Je parlais donc du procès des attentats de janvier 2015, il y a celui du 13 novembre 2015 qui est en cours. D'ailleurs, vous êtes l'ancien président, vous l'avez rappelé, de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre. Vous avez d'ailleurs sorti un livre. Et du mois de janvier. Et du mois de janvier. Oui. Ouvrage aussi que je recommande, Bataclan, Paris, Stade de France, le procès, sorti à la rentrée dernière aux éditions du Rocher. Georges Fenech, quel bilan vous tirez de ces premières semaines, de ces premiers mois de procès qui a débuté, on s'en souvient, au mois de septembre? Faire un bilan, c'est encore un peu tôt. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce procès a le mérite de se dérouler. Déjà, tous les moyens ont été mis en œuvre. Cette salle d'audience qui devait accueillir plus de 350 avocats, près de 2000 parties civiles, donc c'est un procès hors norme, un procès historique, filmé pour l'histoire. Aussi des magistrats professionnels absolument aguerris, un président qui maîtrise parfaitement cette audience. Bon, il y a eu différentes phases. La phase d'abord de la douleur, de la souffrance exprimée par les victimes, les parties civiles, l'horreur qui a été rappelée. Et puis ensuite, ce que j'en retiens pour l'instant, c'est que nous avons dans le box cette fois-ci, par rapport au procès du mois de janvier, nous avons un des auteurs directs des attentats. C'est un peu la différence, si vous voulez. Dans celui du mois de janvier, il n'y avait que les complices, si je puis dire, un complice en tout cas, et les autres des logisticiens qui sont venus porter main forte. Là, nous avons Salah Abdeslam, qui est l'un des co-auteurs. Et même si dans le box, il manque les auteurs directs, puisqu'ils ont tous été évidemment abattus par les forces de l'ordre, il manque aussi les donneurs d'ordre. Ceux qui, depuis la cellule des opérations extérieures, depuis Raqqa, ont organisé et commandité et vraiment été à la source de ces attentats. Ceux-là aussi sont morts aujourd'hui, soit sur les théâtres de guerre notamment, et on pense au premier d'entre eux, c'est-à-dire le calife autoproclamé Ali Baghdadi, qui a été neutralisé lui par les forces spéciales américaines. Mais malgré l'absence de ces penseurs, ces doctrinaires sanguinaires, nous avons actuellement un procès qui se déroule devant tous les Français, devant le monde entier, l'on peut dire, où la démocratie l'emporte finalement sur la barbarie. C'est ça que je retiens, moi, c'est qu'un procès se déroule normalement selon nos principes généraux du droit face à ceux qui dénient toute démocratie et voire même toute légitimité de la justice française. Sauf que ce qui est insupportable, Georges Fenech, c'est que quand on regarde l'attitude de Salah Abdeslam, il y a une désinvolture absolument totale, et pour l'instant, en plus, il n'a rien dit, il n'a pas encore été interrogé officiellement en tant qu'accusé, donc on peut quand même se demander, mais en même temps, à quoi ça sert qu'il soit là, puisque on a l'impression qu'il est totalement absent. Enfin, donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à espérer de sa présence, même si effectivement, je suis d'accord avec vous, symboliquement, il est là, voilà. Non, plus que symboliquement, il est là comme accusé et comme personne fait de chair et d'os qui est présent dans le box face aux victimes et qui doit répondre malgré ses provocations. Vous savez, moi, j'ai pas une grande estime, si je puis dire entre guillemets, de Salah Abdeslam, qui n'est pas l'un de ces penseurs doctrinaires. C'était, je dirais, un assaillant qui un exécutant, ouais. Un exécutant sans enlever à sa responsabilité. Attention. Donc toutes ces provocations ne peuvent pas nous atteindre. Je crois que la justice est au-dessus de cela. L'important, c'est de le juger d'abord comme responsable, auteur direct, avec les autres complices présents, et notamment pour association de malfaiteurs terroristes. L'important, c'est de montrer que la justice est en capacité de juger ce type d'affaires et en même temps
d'adresser, c'est le but aussi d'une décision de justice, d'être dissuasive, un message à tous ceux qui seraient peut-être tentés de commettre des attentats, montrer la fermeté, les peines qui seront prononcées comme elles l'ont été d'ailleurs pour les attentats du mois de 11 janvier, je n'en doute pas, seront extrêmement rigoureuses. Le Covid, bien sûr, s'est imposé voilà, ces derniers jours et retarde justement le début des interrogatoires des accusés, dont Salah Abdeslam. Aujourd'hui, en quelques mots, car on a hélas plus beaucoup de temps, est-ce que voilà, la France a pris la mesure de la menace terroriste avec un arsenal suffisamment conséquent pour faire face? Oui, absolument. Il nous faudrait du temps, évidemment, mais très schématiquement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons renforcé tous nos services de renseignement et la coopération au niveau européen, au niveau international. En France, on a créé la task force à l'Élysée avec vraiment une stratégie antiterroriste. Ça, c'est très important. C'est inspiré du modèle américain d'après le 11 septembre. On a également revu tous nos protocoles d'intervention avec des forces, des primo-arrivants qui deviennent des primo-intervenants, ce qui n'avait pas pu être le cas devant le Bataclan, on s'en souvient. Donc, on a formé les BAC, les PSIG, avec des équipements, des formations qui sont en capacité d'intervenir immédiatement. On a renforcé, donc, en termes de moyens aussi, on a la législation qui s'est aussi renforcée avec, vous vous souvenez, l'état d'urgence. On est sorti d'état d'urgence. On a conservé, on a intégré dans le droit commun des éléments d'état d'urgence, tout ce qui est surveillance, notamment administrative. Franchement, je pense qu'on a beaucoup évolué. Il y a eu un avant et un après 2015, mais pour autant, prenons garde. La menace, elle est toujours là, elle est endogène essentiellement, mais elle peut aussi se restructurer de l'extérieur. Donc tous nos services sont évidemment sur le pied de guerre, constamment, quotidiennement. Et c'est pour ça que dans cette campagne présidentielle qui est en cours, il faudra aussi beaucoup parler des sujets internationaux qui pour l'instant sont pas encore très abordés, mais qui expliquent aussi beaucoup parfois ce qui se passe effectivement après sur notre propre sol. Merci beaucoup Georges Fenech d'avoir été avec nous ce matin en direct dans ce studio sur Radio J. Je rappelle, ancien magistrat et parlementaire, ancien président de la commission d'enquête parlementaire des attentats de 2015 et auteur de cet ouvrage Bataclan, Paris, Stade de France, le procès, aux éditions du Rocher, que je recommande pour justement bien comprendre les tenants et les aboutissants qui expliquent le procès que l'on vit actuellement. Merci beaucoup.